Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qui a pour sujet l'accompagnement des arrêts longs. Donc, pour débuter, tout d'abord, présenter Reliance, qui est un groupe mutualiste européen spécialisé dans l'assurance et le management des risques, et puis Sofaxis, qui est une société du groupe Reliance, qui travaille sur les acteurs territoriaux depuis 35 ans aujourd'hui et qui intervient principalement sur la protection sociale et des services en management des risques. Donc aujourd'hui, ce webinaire, donc, il a pour thématique les agents en arrêt long. Et donc je suis accompagné, et je remercie vivement Laure-Hélène Hebb, psychologue du travail du CDG 59, qui va venir nous présenter son expérience autour de ce sujet. Et puis je remercie aussi Julie Fouquet, qui est psychologue du travail à Sofaxis, qui viendra aussi nous apporter ses éclairages sur le sujet. Et moi-même, donc Régis Louveau, je suis directeur management des risques de Sofaxis et donc accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs services. Donc, webinaire, qui dit webinaire dit quelques petites règles de fonctionnement que vous, je pense, commencez à bien connaître à force de participer à des webinaires, mais vous avez donc en bas à droite de votre écran la possibilité de nous poser des questions et la possibilité d'interagir aussi dans un chat. Donc, je vous demande de privilégier l'onglet questions pour nous poser des questions. Ça permet de vraiment isoler les questions parmi toutes les discussions que vous pouvez avoir par ailleurs, et notamment si vous avez des problématiques en termes de son, de connexion, eh bien, vous pouvez vous exprimer dans le chat. Et on a une quatrième personne que vous ne voyez pas à l'écran, Kili Diaz, que je remercie aussi également, qui s'occupera de vous répondre et puis de vous aider à régler ces problèmes de connexion. Ceci étant dit, donc beaucoup de choses à voir, donc on va essayer d'être le plus bref possible. Donc on vous a préparé un petit support que vous aurez via une newsletter qu'on fera apparaître dans les prochains jours, dans lequel vous aurez le replay du webinaire, le support, et puis aussi la réponse à toutes les questions qu'on n'aura peut-être pas eu le temps de répondre au cours des 3 quarts d'heure qu'on va passer ensemble. Donc, il y a 3 choses que l'on veut voir avec vous aujourd'hui. Donc, rappeler très rapidement un petit peu le contexte et puis pourquoi on a proposé ce sujet de l'accompagnement des agents en arrêt long. Et puis, donc ensuite, Julie nous parlera un petit peu d'une approche management des risques autour de cet accompagnement arrêt long. Et puis, on s'attardera un petit peu plus sur l'expérience du CDG 59 sur l'accompagnement d'agents en arrêt long pendant leur arrêt. Le contexte, très rapidement, quelques chiffres clés qu'on voulait vous partager. Tout d'abord, les arrêts longs aujourd'hui dans la fonction publique territoriale, eh bien, c'est plutôt des arrêts qui ont tendance à devenir de plus en plus longs, en fait. On a un sujet aujourd'hui qui est que on a une durée moyenne d'arrêt d'une manière générale qui a tendance à l'augmentation. Donc, si on était sur une base 100, par exemple, en 2015, en maladie ordinaire, eh bien, on a une augmentation de 58% de la durée des arrêts. Si on fait ce focus un petit peu sur la maladie ordinaire, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la structure de ces arrêts en maladie ordinaire change depuis 5 ans, c'est-à-dire qu'en 2015, on avait 45% des arrêts qui avaient lieu entre 16 et 90 jours et 13% entre 181 et 365 jours. Si on regarde en 2020, eh bien, c'est un quart de ces arrêts de 180 à 365 jours qui sont présents contre 39% sur les arrêts de 16 à 90 jours. Donc, ça démontre bien une augmentation, une tendance à avoir des arrêts de plus en plus longs en maladie ordinaire, notamment. Ça s'explique notamment, une des explications, mais bien sûr, ça ne doit pas être la seule, mais une des explications, c'est aussi le vieillissement de la population des fonctionnaires territoriaux. Et on sait que plus on avance dans l'âge, plus la durée d'arrêt moyenne va augmenter. Aujourd'hui, on sait qu'on a 48% des agents qui ont plus de 50 ans, et on sait qu'au-delà de 50 ans, eh bien, la durée moyenne des arrêts est forcément beaucoup plus supérieure à celle des moins de 25 ans. Donc, 55 à 59 ans en maladie ordinaire, on a 35 jours
de durée moyenne d'arrêt contre 17 pour quelqu'un qui a 25 ans. Donc, plus on avance dans l'âge, et plus on a tendance à avoir des arrêts qui sont longs. Si on fait une projection de qu'est-ce que cela pourrait donner dans les 10 ans qui viennent, sur comment pourraient évoluer les effectifs et notamment comment pourraient évoluer les structures d'âge d'effectifs, et on s'aperçoit que à un horizon de 2030, on aurait presque 20% des agents qui auraient plus de 60 ans contre 8% en 2020. Donc, si on met ça en parallèle avec le fait que plus on avance dans l'âge, plus on a des arrêts qui deviennent longs, c'est forcément un sujet aujourd'hui de se dire on doit pouvoir accompagner ces arrêts longs, les prévenir bien entendu, et les accompagner dans le temps. Dernier chiffre, et je vous laisse tranquille avec les chiffres et je passe la parole aux sachants. Si là aussi on fait une projection de l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires, aujourd'hui on est à un âge de départ à la retraite à 61 ans. Avec cette projection de vieillissement de la population et puis des réformes des régimes de retraite qu'il y a pu y avoir par le passé, eh bien, on est sur une perspective d'une retraite plutôt en moyenne à 64 ans pour la génération qui est née en 1973. Donc là aussi, une population qui a tendance à vieillir, qui va travailler plus longtemps, et donc on a de fait un risque d'avoir de plus en plus de personnes qui seront en situation d'arrêt long demain. Voilà pour le contexte un petit peu général. Maintenant, je laisse la parole à Julie pour vous préciser qu'est-ce qu'on entend derrière l'accompagnement des arrêts longs. Oui, merci Régis. Donc en effet, tout d'abord, on voulait commencer effectivement par une approche globale avant de parler de l'accompagnement en tant que tel des agents qui sont en arrêt long. On voulait rappeler effectivement l'importance en fait de favoriser la prévention primaire. Donc en effet, pourquoi favoriser la prévention primaire? Si je vous ai mis un petit schéma là du processus d'usure professionnelle qui en fait vise tout simplement à remonter le phénomène de l'inaptitude, puisque avant l'inaptitude, il faut rappeler que souvent, il y a déjà un certain nombre de signes, d'indicateurs qui peuvent être détectés en amont dans la carrière de l'agent. Souvent, ça va être des petits signes de douleur, des petites absences répétitives. On va commencer par des restrictions d'aptitude, des absences et puis à un moment donné, une inaptitude. On sait que l'inaptitude et l'accompagnement des agents en situation d'inaptitude est complexe, que la conduite d'un reclassement professionnel, d'une reconversion professionnelle n'est pas évidente, peuvent prendre du temps. Les postes sont pas toujours là. Donc voilà. Donc l'idée effectivement d'une démarche globale de prévention, c'est bien entendu de remonter cette cascade de l'inaptitude en identifiant le plus tôt possible ces signes en fait précurseurs pour pouvoir aménager les postes, pour pouvoir former les agents à éventuellement une seconde carrière sur des postes qui peuvent être difficiles. Donc en effet, je vous ai remis aussi les trois axes possibles, qui sont la prévention primaire, secondaire, tertiaire, l'accompagnement en tant que tel. Quand je parle de reclassement, il s'agirait plutôt d'une prévention corrective, on va dire, de l'axe tertiaire, en fait, qui vise tout simplement à accompagner des gens qui sont déjà en souffrance. Pour autant, voilà, on va évidemment conseiller les collectivités dans des démarches globales qui visent la prévention primaire, qui visent à combattre le risque à la source, à éviter évidemment que les agents s'usent au travail. Former les gens aussi tout au long de la carrière, puisque bien souvent, je suis amenée à accompagner du personnel qui est en fin de carrière, qui a eu un métier difficile tout au long de sa carrière et qui pour autant a des difficultés, des freins à l'emploi, à savoir une maîtrise assez faible par exemple de l'ordinateur, avec un niveau parfois en français assez bas. Alors que voilà, ces actions pourraient être conduites finalement tout au long de la carrière pour favoriser en fait l'employabilité des agents tout au long de la carrière. Alors vous allez me dire facile à dire, plus complexe à faire, mais pour autant, il me semble qu'il y a un véritable enjeu RH autour de ces questions-là en amont de l'inaptitude. Donc
la démarche globale, effectivement, voilà quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en œuvre. On a décliné ça en 3 objectifs: anticiper, accompagner, corriger. Donc dans la démarche d'anticipation, qui sont des actions plus de l'axe de la prévention primaire, en effet, ça va être d'une part, effectivement, d'avoir une démarche globale de prévention des risques à travers la mise en place du document unique. Ça va être également d'apporter une meilleure connaissance, en fait, du contexte RH de la collectivité, en essayant de comprendre l'absentéisme, avoir une démarche, exploratrice, j'ai envie de dire, de bonne connaissance en fait, des risques, des différents postes pour pouvoir identifier ces postes à risque et concevoir des actions d'amélioration, d'accompagnement des agents avant cette inaptitude. Donc surveiller l'usure professionnelle, c'est mettre en place des indicateurs pour pouvoir aussi anticiper et éviter justement d'être dans des arrêts très longs. Plus l'arrêt est long et plus il est difficile de revenir, au travail, hein. Ça aussi, on le sait, dans des démarches d'accompagnement, on essaye d'anticiper cette reprise pour que ce soit une reprise, adaptée et progressive plutôt que, d'être, longtemps en arrêt et tout d'un coup de devoir reprendre. Ça va être également, de développer des dispositifs RH tels qu'une approche, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire d'anticiper aussi les évolutions de postes, les évolutions des métiers, des nouvelles compétences pour pouvoir accompagner les agents, mener des démarches qui visent à, oui, accompagner les mobilités internes, définir des parcours individuels de formation, hein. Pour exemple, voilà, j'avais, à l'époque un gros CCAS qui avait, monté un partenariat avec, un centre de formation pour monter une formation spécifique sur la progression par exemple, d'aide à domicile vers des métiers plus administratifs. Voilà, des choses de ce type. Préparer la fin de carrière également, évaluer les compétences et enfin, voilà, le reclassement, c'est mettre en œuvre des actions correctives. Donc, si on se penche plus spécifiquement sur l'accompagnement en tant que tel des agents qui peuvent être, en arrêt long, de quoi on parle? Quelles sont les étapes à suivre? On a situé effectivement plusieurs phases. Il y a une première phase qui est l'accompagnement, enfin si on peut parler d'accompagnement pendant l'arrêt de travail, mais il y en a quand même. Là, le premier enjeu finalement, c'est de garder le lien avec l'agent. Je reviendrai là-dessus puisque c'est pas si simple que ça effectivement de garder le lien avec l'agent. Est-ce qu'on a le droit? Par quels moyens on peut garder le lien avec l'agent? C'est pas forcément évident. Arrive enfin une phase de préparation de la reprise lorsque, à un moment donné, il y a un avis administratif qui indique que l'agent, puisse reprendre. Donc il y a tout d'abord tout un suivi administratif, de passage de gestion du dossier, hein, de passage, devant un expert, devant un comité médical, une commission de réforme. Donc déjà toute cette gestion administrative effectivement, demande un certain suivi. Il y a également le lien entre, le service RH, l'encadrant de l'agent, la médecine professionnelle à organiser. Donc là, il y a déjà toute une phase effectivement préparatoire avant la reprise. Et puis de préparer l'agent tout simplement, à cette reprise. Quelles sont ses conditions de reprise, les modalités de cette reprise? Là, c'est toute une phase effectivement qui peut se préparer en amont de l'arrêt de travail. Ensuite, il s'agit d'accueillir l'agent, hein. C'est aussi d'accueillir donc on parle d'entretien de réaccueil, hein. Dans certaines collectivités, effectivement, il y a cette, notion d'entretien de réaccueil, c'est-à-dire qu'à partir une certaine longueur d'arrêt, une certaine répétitivité d'arrêt, on organise spécifiquement un entretien avec l'agent pour pouvoir, identifier, ses difficultés, et préparer en fait, cette reprise. Ça va être informer l'équipe aussi puisque même si on envisage, si on arrive à trouver un poste qui soit adapté et cetera, les conditions de réussite ne dépendent pas uniquement de ce poste, mais aussi de la qualité d'accueil, la qualité de la répartition des tâches, de l'organisation du travail et donc il va falloir également, se préoccuper de l'équipe. Et enfin, la dernière phase, pardon, ça va être de suivre l'agent, hein, à moyen terme, potentiellement par des entretiens réguliers avec lui pour, anticiper les difficultés, ajuster, revoir un petit peu, l'accompagnement, voilà, s'il y a besoin de formation ou autre. La visite de reprise, bien entendu, avec la médecine professionnelle. Donc garder le lien avec l'agent, oui, mais comment? Donc là, j'ai repris un petit peu finalement un fil conducteur qui est plus là sur les couleurs, là, accident, séquelles, deuil, activation. Ça va être plus le fil conducteur de l'agent. D'un point de vue RH, souvent on a, voilà, un arrêt, on a les passages en commission de réforme, on a tout ça. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'agent? Lui, il a un accident, une maladie. Il va avoir toute une période de soins, voire de rééducation qui peuvent être plus ou moins longues. Donc à ce moment-là, évidemment, en général, on n'a pas trop de contact avec l'agent, si ce n'est pour prolonger les arrêts et cetera, mais on n'est pas sur,
une réflexion autour de la reprise. À un moment donné, il va y avoir un avis médical qui statue sur potentiellement des séquelles, c'est-à-dire et puis un état de santé qui ne va plus pouvoir évoluer positivement. Donc, on va à ce moment-là évaluer effectivement les séquelles, les inaptitudes, les incapacités. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'on va pouvoir élaborer, commencer à s'entretenir avec l'agent pour pouvoir, lui proposer, les suites, en fait, et lui proposer la manière dont on va l'accompagner. Pour autant, à ce moment-là, il est pas toujours en capacité de pouvoir se projeter parce que potentiellement, si on est dans une inaptitude, il y a peut-être un deuil par rapport à un métier. Il y a surtout, une phase de changement à intégrer pour lui, avec, des différentes phases dans lesquelles il va passer, et c'est à ce moment-là que, dans cette période de deuil ou en tout cas de changement de la situation, qu'on va pouvoir l'inviter à faire le bilan de sa situation, à travers potentiellement une aide extérieure, un bilan professionnel, du soutien psychologique nécessaire aussi parfois, et seulement après, finalement, il va pouvoir réellement se projeter sur son poste, envisager des orientations nouvelles, parce qu'il aura eu tout un cheminement préalable qui lui aura permis enfin d'envisager les choses autrement. Voilà, donc une évolution, progressive et différente d'un agent à l'autre. Donc j'en viens à notre expérimentation avec le CDG, 59. Donc, effectivement, on avait souhaité, le CDG 59 avait souhaité proposer, un accompagnement justement pour ces agents qui étaient en arrêt long. L'objectif, c'était d'envisager un accompagnement collectif, c'est-à-dire de pouvoir, rassembler, à travers des ateliers, des personnes en situation d'arrêt long, mais de collectivités potentiellement différentes. Donc on a ciblé un territoire. Laure-Hélène va vous expliquer toute cette phase de préparation qui a pris du temps d'ailleurs, pour pouvoir monter ce dispositif. Mais voilà, l'objectif, c'était de proposer à des agents en arrêt long qui, à un moment donné, envisageaient bien évidemment de reprendre le travail, pardon, 4 ateliers de 3 heures sur une période de 3 mois. Ces ateliers donc étaient constitués d'agents de plusieurs collectivités, comme je l'ai dit. Et puis, avant les ateliers, il y avait bien entendu un entretien, avec les agents pour pouvoir, évaluer la pertinence du dispositif, informer l'agent du déroulement des ateliers, le rassurer tout simplement et lui expliquer, lui apporter de la clarté par rapport à ce qui devait être fait, par rapport aux objectifs, de prendre connaissance de leur situation, puisqu'ils n'étaient pas tous dans la même situation, et d'évaluer les thématiques de travail à privilégier. Effectivement, en fonction de ces entretiens préalables, des personnes qui étaient inscrites dans le dispositif, on a aussi ajusté les objectifs. Donc après concrètement, vous retrouvez ici les objectifs pédagogiques qui étaient proposés. C'était avant tout, de pouvoir faire le point, sur ses envies, reconnaître ses atouts, ses compétences, regonfler l'estime de soi, la confiance en soi, puisque quand on est en arrêt long depuis un bout de temps, on est coupé de sa collectivité, on est potentiellement coupé de ses anciens collègues pour certains, et il y a nécessité avant tout effectivement de recréer du lien, et c'était un des objectifs principaux de ce dispositif, c'était de favoriser du lien entre les agents et les aider à se préparer et à identifier les modalités de leur reprise. Donc ça, c'était les objectifs de départ. Ça devait être des objectifs, des ateliers en présentiel pendant tout le long, mais malheureusement le covid est arrivé et on a dû, s'adapter à ce contexte. On a fait un premier atelier en fait, le 8 octobre, où on s'est réunis. On a eu 4 agents, dans ce dispositif. Donc on a pu faire connaissance, faire le point sur la situation de chacun. Chacun a pu s'exprimer, sur sa situation, et dès le départ, on a réussi finalement à créer vraiment une dynamique, une empathie en fait, qui s'est passée entre chaque personne, et malgré qu'elles ne se connaissaient pas, la plupart ne se connaissaient pas, qu'elles faisaient partie de collectivités différentes, sur des métiers différents et dans des situations un petit peu différentes, il y a eu très rapidement, voilà, cette empathie, ce soutien mutuel qui s'est, généré entre les uns et les autres. Donc ça a été extrêmement, fructueux. Malheureusement, après, on a été reconfinés, ou en tout cas, on ne pouvait plus, se réunir comme ça en groupe. Donc en fait, on a, poursuivi l'accompagnement par des ateliers en conf call, en fait. On se téléphonait, mais on a alterné, en fait, entre, des ateliers collectifs et des entretiens individuels pour pouvoir faire avancer chaque personne à son rythme sur ses objectifs. Et on a eu comme ça des ateliers. Les 3 derniers ateliers se sont passés finalement, au téléphone, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, la visio n'était pas encore, hyper répandue, et puis c'était pas forcément évident pour eux. Mais on a quand même, réussi à travailler, à la fois individuellement et à la fois collectivement, puisque pour les agents, c'était très important. Ils prenaient régulièrement des nouvelles des uns et des autres sur les situations personnelles de chacun. Ils se remotivaient, ceux qui avançaient plus vite remotivaient ceux qui avançaient moins vite. Donc cet aspect collectif a été finalement, extrêmement riche.
Donc voilà, donc vous voyez, hein, ça s'est déroulé jusqu'à décembre 2020 et début d'année 2021, on a pu envisager, puisque in fine, c'était ça qui était envisagé, refaire le point avec les employeurs, hein, individuellement. Là, par contre, on a fait des visios avec les collectivités employeurs pour pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé pendant ces ateliers et envisager la reprise du travail. Alors du coup, je vais pouvoir laisser la parole à Laure-Hélène qui va nous expliquer comment on a mis en place ce dispositif. Oui, donc bonjour. Donc le souhait, déjà dans un premier temps, en fait, c'était d'identifier une zone géographique qui avait des besoins, et notamment on voulait vraiment éviter en fait la métropole lilloise, qui a déjà pas mal aussi de dispositifs et où l'accès au dispositif est plus simple. Donc, on a identifié avec le CNP Assurance également les collectivités qui avaient un taux d'absentéisme plus important que d'autres et donc identifié une zone géographique qui était le Douaisis valenciennois. Donc, on a clairement envoyé un courrier du centre de gestion aux collectivités assurées, Sofacsis, CNP Assurance, pour présenter la démarche. En expliquant que voilà, ils pouvaient, c'était à eux après de transmettre l'information. Donc un modèle de courrier avait été aussi envoyé aux employeurs à transmettre aux agents pour présenter le projet. Forcément, un agent en arrêt, on propose l'accompagnement, mais il n'y a pas d'obligation derrière. On a pu remarquer également qu'en fait, il était nécessaire de pouvoir rééchanger en fait avec les référents RH pour expliquer le dispositif, parce que c'est pas si simple que ça d'identifier en fait les agents qui pourraient participer au projet. Comme disait Julie, en fait, de toute façon, plus l'agent est en arrêt, moins c'est facile pour lui aussi de se projeter à la reprise. Et de ce fait, c'est pas évident derrière d'imaginer que la personne peut se projeter et peut participer à un atelier, surtout si l'arrêt est associé aussi à des troubles dépressifs ou autres. Et donc, une réunion de présentation a été nécessaire également aux employeurs pour présenter le projet et pour leur expliquer que c'était opportun aussi pour eux et pour les agents. Donc, plusieurs questions ont été aussi posées, et notamment sur la question de l'assurance des agents en arrêt qui participeraient au dispositif. Donc là, ça a été clairement, chaque collectivité a pu solliciter son assurance, en tout cas regarder son contrat d'assurance pour vérifier que c'était possible de participer au projet. Bien sûr, la médecine préventive du centre de gestion a été au courant aussi du dispositif mis en place. Voilà. Et donc, la présentation au niveau des agents qui ont bénéficié du dispositif, on a eu plusieurs situations. Une personne en burn-out, reconnue en maladie professionnelle, des agents en inaptitude ou en restriction d'aptitude et une situation conflictuelle aussi avec des situations conflictuelles avec l'employeur. Alors pour moi, pour un peu donner mon avis sur le dispositif, ce qui était intéressant par rapport à ce que je peux proposer au centre de gestion, je propose des bilans professionnels pour le maintien dans l'emploi. Là, ce qui était intéressant, en fait, c'était d'anticiper, c'était de créer un dispositif en parallèle aussi de toutes justement les démarches des instances médicales, etc. Parce que, comme on disait, se projeter, en fait, on rompt déjà l'isolement, mais ça, on le verra après. Mais on anticipait peut-être un risque plus tard d'une inaptitude réelle au poste. Donc voilà.
j'y vais. Alors, Alors, oui. je continue parce que Oui, bah, justement, vas-y. je le disais. Bah oui, c'est pour ça. Voilà, le dispositif permettait également en fait de se soutenir moralement les uns les autres. Hein. Donc il y a vraiment cette idée en tout cas l'arrêt de travail rompt, l'arrêt de travail, oui, rompt au final les relations sociales, et de ce fait, les agents expriment énormément d'isolement. Voilà, l'isolement est compliqué pour eux, et de ce fait, le dispositif a permis aussi de reprendre une dynamique et un soutien social pour des gens qui vivent la même chose qu'eux. Ça leur a permis également de verbaliser leurs ressentis, hein, les colères, le blocage, la solitude, notamment pour les agents en conflit avec leur employeur. Et de ce fait, le dispositif permettait également, au vu des exercices aussi qu'on a pu voir dans les ateliers, de développer, en tout cas de reprendre confiance en soi et de partager voilà, ses ressentis. Et je te laisse la parole, Julie. Merci Laurelène. Oui, tu as déjà fait pas mal le tour. Hein. C'est vrai que ce dispositif a été finalement assez riche. On a dû s'adapter parce qu'on n'a pas pu le faire comme on le souhaitait tout au long du parcours. Mais au final, voilà, l'envie effectivement de continuer à participer à ce groupe, l'envie d'apprendre en fait des uns et des autres a été plus forte finalement. Et même en conférence téléphonique, hein, on a réussi à avoir tout le monde au téléphone. On se voyait, on n'était même pas en visio. Mais c'était très attendu par chaque participant. Donc ça nous donnait vraiment le signe que ce besoin d'échanger avec d'autres qui potentiellement avaient des situations plus ou moins similaires, des ressentis différents, des stratégies différentes par rapport à leur situation, était vraiment importante. Hein. On avait un homme et 3 femmes. Et je ne sais pas pourquoi je précise cela, mais si, la mixité était importante aussi, puisque finalement, voilà, ce soutien mutuel était vraiment partagé. Et voilà, le côté collectif de l'approche est vraiment importante, même s'il y avait également effectivement ces entretiens individuels qui visaient à accompagner chacun dans sa problématique à lui. Voilà, le dispositif a surtout permis de faire la bascule, hein, de cette transition, puisque voilà, avant, on était en poste, on avait une carrière, tout d'un coup, il y a un arrêt de travail conséquent, qui fait que tout d'un coup, les personnes vont avoir progressivement tendance à perdre confiance en elles. Voilà, plus on est en arrêt et plus c'est compliqué, comme on le disait, de reprendre. Et l'objectif de ce dispositif visait à progressivement remettre les agents dans cette projection à travers la verbalisation, à travers l'analyse de son parcours, à travers des exercices pratiques qui visent à petit les réaccompagner vers l'emploi jusqu'à l'entretien avec leur employeur pour pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Donc, à refaire, à retenter ce type de dispositif. Écoutez, on en terminera avec encore une fois on descend encore l'entonnoir là jusqu'à un accompagnement individuel, hein. Vous savez qu'on a mis en place récemment un nouveau parcours d'accompagnement individuel, hein, pour les agents dans le cadre du contrat d'assurance, mais pas que. Un parcours tremplin, donc un parcours qui vise à accompagner les gens dans la reconversion, à définir un nouveau projet professionnel à travers en fait des modules e-learning et des entretiens avec un consultant maintien dans l'emploi. Donc tout se passe à distance, donc ça peut pas être un accompagnement pour tous les agents, mais pour certains ça marche très bien. Donc voilà, il y a 10 modules e-learning possibles et des entretiens en visio pour pouvoir accompagner l'agent tout au long de son parcours professionnel. Et on clôturera en fait ce webinaire avec un témoignage d'une dame qui était auxiliaire de puériculture au sein d'une mairie, qui a été déclarée inapte à son poste et qui a donc bénéficié en fait du parcours tremplin. Et qui donc a témoigné, qui a souhaité témoigner pour pouvoir faire part de son expérience. Donc je vais arrêter la présentation du PowerPoint et vous
vous passer cette vidéo qui a été enregistrée puisqu'elle ne pouvait pas être présente là actuellement puisqu'elle est sur son nouveau poste maintenant en tant qu'agent d'accueil et donc elle est à son poste là. Et j'en profite donc tout d'abord pour vous remercier, Laurelène et Julie, pour votre présentation, et puis aussi pour vous dire que vous pouvez poser des questions, que quelques-uns ont commencé à poser des questions. Donc, on les regardera à l'issue de la petite vidéo, et puis on essaiera d'y répondre au maximum. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, et on les regardera à l'issue. Oui, le témoignage dure un petit peu plus de 5 minutes. Donc, on répondra effectivement à vos questions à l'issue. Bonjour Isabelle, bienvenue dans ce webinaire. Donc, merci d'y participer. Vous êtes là en tant qu'agent qui a bénéficié du parcours tremplin récemment. Alors déjà, je vais vous laisser la parole peut-être pour que vous puissiez vous présenter et nous dire dans quel cadre on vous a proposé ce parcours. Bonjour Julie, donc voilà, je me présente, je suis auxiliaire de puériculture. Suite à un problème de santé, on m'a déclaré inapte définitivement à ce métier-là. Donc, j'ai suivi une reconversion et on m'a proposé une aide au niveau de la mairie. Donc, un programme par le CNFPT, par le biais des formations. Malheureusement, suite au Covid, ça a été, décalé. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier du programme tremplin via Sofaxis, qui m'a été bien utile car j'ai eu l'occasion d'avoir rapidement un poste qui se libérait. Et de ce fait, j'ai pu bénéficier de toute l'aide à ce moment-là. Oui, tout à fait. En effet, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Donc, un chemin pas évident puisque voilà, vous avez toujours été auxiliaire de puériculture et il fallait effectivement redéfinir un nouveau projet professionnel. Vous ne pouviez plus du tout exercer en tant qu'auxiliaire de cultrice, pardon, et il fallait redéfinir ce projet. Est-ce que vous pouvez nous indiquer en quoi un accompagnement externe vous a été utile? Quels sont les outils en particulier qui vous ont aidé ou les actions en particulier qui vous ont aidé? Alors déjà, la proposition de pouvoir faire pas mal de formations, également de recevoir de nombreux conseils. Donc, par rapport à moi, le fait d'avoir un poste qui allait se libérer, j'ai pu profiter justement des conseils et et de pouvoir faire des… Oui, donc le poste visé, c'était un poste d'agent d'accueil au sein du centre administratif qui s'est libéré. Et il y avait un entretien d'embauche. On ne vous l'a pas donné comme ça, ce poste. Voilà, donc effectivement, c'était bien de pouvoir faire des simulations d'embauche, plusieurs, très bénéfiques, pour voir à peu près comment pouvaient se dérouler ces différents embauches. D'une personne à une autre, ça peut être complètement différent. Et du fait aussi d'utiliser les nombreux outils du programme Tremplin qui nous permet de nous connaître un petit peu mieux et de travailler sur cet entretien, quoi. Oui, je me rappelle très bien, puisque vous aviez suivi le module e-learning, vous aviez bénéficié aussi d'un entretien avec une psychologue du travail au sein du CIG, puisque même si les séances en collectif via le CNFPT avaient pu être annulées, vous aviez pu bénéficier de ça. On a fait nous-mêmes ensemble une simulation, une préparation de cet entretien, et l'ensemble de ces accompagnements vous ont permis en fait de réussir avec brio, je pourrais dire, cet entretien d'embauche que vous avez mené au sein de la collectivité. Hein. Oui, mais c'est grâce à toutes ces aides-là, effectivement. Oui. Et donc, c'est très important de pouvoir profiter et de prendre toutes les aides qu'on nous donne. C'est important. OK. Super. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à d'autres agents qui se retrouveraient dans la même situation que vous, inaptes à leur poste et devant se reconvertir? S'il y avait un conseil à leur donner, est-ce que vous en auriez un à leur donner? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? En premier lieu, une fois qu'on a, intégré qu'on soit inapte, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, donc il faut déjà bien intégrer ça.
suite à ça, il faut rebondir assez rapidement et se dire quel est notre but là maintenant. Donc, il faut donc faire le deuil de notre ancien travail, rester fixe et se dire, moi, mon but, c'est de faire tel métier. Une embauche arrive à ce moment-là et être réactive, être motivée, rester souriante et naturelle au maximum pour montrer aux autres que voilà, on veut ce poste-là et on l'aura et on veut continuer à travailler. Donc, voilà, c'est… Donc, une certaine détermination à garder, effectivement, et puis à faire transparaître au niveau des futurs recruteurs pour pouvoir convaincre, tout simplement. Donc, tout ça, c'est une question, voilà. Et le fait d'avoir de l'aide par différentes personnes, par votre programme, ça nous permet aussi de nous rassurer et de reprendre confiance en soi parce que, évidemment, après un problème de santé, on est quand même assez abîmé, on perd confiance. Donc, le fait qu'on soit bien entouré et accompagné par différentes personnes, ça nous permet de nous regonfler un petit peu et de nous sentir plus amène à arriver jusqu'au but final qu'on s'est chacun fixé, quoi. Ok, super. Oui, c'est un petit coup de pouce pour pouvoir tout simplement vous révéler le potentiel que vous avez en vous, en fait. Tout à fait. Et ben, en tout cas, félicitations encore une fois et puis merci beaucoup pour votre témoignage. Au revoir, Julie. Merci à distance pour ce témoignage à distance. Donc, on va se prendre quelques minutes pour répondre aux questions que vous nous avez posées. Je vous en remercie. Donc, tout d'abord, des petites questions qui vont peut-être plus concerner l'accompagnement en tant que tel, notamment le rôle et le positionnement de la collectivité au sein du dispositif. Vous parlez des agents, du centre de gestion. Et la collectivité dans tout ça, si vous avez des choses à dire. Alors, en fait, si on part des agents, les agents souvent expriment le fait qu'ils ont très peu de liens avec leur employeur. Alors, peut-être en effet, comme disait Julie tout à l'heure, parce que l'employeur ne sait pas vraiment quelle est sa place au final lorsque l'agent est en arrêt. Mais l'idée, c'est en tout cas de proposer par un prestataire un accompagnement. Donc, au final, l'employeur, il est là déjà parce que lui va proposer, en tout cas, le dispositif. Et bien sûr, on a fait, pour les 4 agents, on a fait le lien avec l'employeur pour, bien sûr, présenter le plan d'action qui nous semblait le plus adapté pour chaque agent accompagné. Oui, tout à fait. Enfin, alors, Hélène avait ce contact avec les collectivités privilégiées puisque tu les connaissais tout simplement. Donc déjà, en parallèle du dispositif, il y avait eu des échanges. Et puis à la fin, bien entendu, il y avait cet entretien final qui permettait de voir avec eux comment favoriser tout ce qu'on avait envisagé en amont et pouvoir privilégier effectivement une reprise négociée en fait avec la collectivité tout simplement. Parce que rien n'empêche, en fait, voilà, quand je parlais de parallèle avec les instances médicales, etc., c'est au final de ne pas laisser la personne tous les 6 mois voir un expert, c'est qu'au final, entre les deux, lorsque l'état de santé le permet, c'est d'avoir travaillé, c'est s'être projeté sur la suite. C'est ce qui manque souvent dans les arrêts longs aussi. Encore une fois, quand c'est possible, pour l'état de santé. Ça veut dire aussi que si, à un moment donné, parce que là, je m'excuse, mais je vois déjà une question sur la PPR, etc. Donc, je vais faire tout de suite le lien. C'est aussi de se dire, voilà, si notre plan d'action, au final, alors on n'est pas médecin, on est toutes les deux psychologues du travail, mais
si on ne voit pas comment on peut aménager le poste, on s'orientera déjà vers une inaptitude. Et donc, on prépare la suite, même si derrière, la suite, c'est une inaptitude et l'inaptitude va sans doute déclencher le dispositif de préparation, de période préparatoire, de préparation au reclassement. Voilà. Merci. Donc, une autre série de questions aussi que je regroupe en une seule, sur les différentes typologies de métiers. Donc, est-ce qu'on a des retours d'expérience sur des reclassements d'agents techniques et puis sur des reclassements de personnes qui font l'aide à domicile, et puis la difficulté, je pense, qui est exprimée aussi derrière ces questions de reclassement, de l'accompagnement pour des toutes petites structures, là où on n'a pas forcément beaucoup de postes disponibles à pourvoir. Donc, est-ce que vous avez des conseils, des retours d'expérience que vous souhaitez évoquer? Alors, moi, moi, je peux parler parce que j'ai vu effectivement qu'il y avait une question, une personne intéressée par... j'ai évoqué rapidement là un exemple d'un CCS. Donc, c'était un gros CCAS, donc il y avait potentiellement pas mal d'agents à reclasser. Donc, ils avaient mis en place en interne toute une procédure en fait de reclassement. Ils avaient en interne une psychologue du travail et ils n'avaient pas reclassé toutes les aides à domicile sur des postes administratifs, mais ils avaient quand même monté en fait. Alors, je ne sais pas quelle structure, mais en tout cas, ils se sont rapprochés d'un centre de formation pour pouvoir en fait construire une formation spécifique à leurs besoins administratifs en interne. Donc, en fait, il y avait une phase d'évaluation déjà pour savoir si les agents potentiellement pouvaient suivre derrière le parcours. Après, il y avait une phase d'intégration de formation avec des formations théoriques. Et ensuite, une espèce de formation en alternance où ils étaient une période en formation et une période en doublon sur un poste au sein du CCAS. Donc, c'est un dispositif qu'on n'a pas souvent l'occasion de constater, hein, mais encore une fois, c'était un gros CCS qui avait donc des enjeux importants en termes d'accompagnement au maintien de l'emploi et qui avait construit ce type de parcours. Après, pour les toutes petites collectivités, pour le coup, oui, elles sont confrontées à partir du moment où il y a un agent qui est inapte. En général, elles ne peuvent pas reclasser leur agent en interne. Donc, du coup, ça n'empêche pas que la collectivité a quand même une obligation de moyens en termes d'accompagnement au reclassement. Que l'agent ne peut pas bénéficier d'une PPR, puisqu'en fait, dans le cadre de la PPR, l'avantage, c'est que les agents peuvent à la fois réfléchir à potentiellement une orientation, un métier, etc., donc faire un bilan professionnel. À la suite de ça, dans l'exploration des métiers, souvent, il y a des phases d'enquête métier, de stage d'immersion. Donc, on imagine bien que dans une toute petite collectivité, les propositions de stage d'immersion sont évidemment moins importantes, mais ça n'empêche pas que l'agent peut faire des stages d'immersion dans d'autres collectivités plus grandes, que ce soit fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale, donc ce qui ouvre déjà quand même un panel de métiers importants. Donc voilà, donc la PPR, quand ils peuvent en bénéficier, ça fait 1 an où ils peuvent faire bilan pro, formation, stage. Alors ça peut paraître même court, parfois 1 an pour faire tout ça, mais c'est pour ça que, voilà, encore une fois, on parle d'anticipation, puisque souvent on peut commencer en amont pendant l'arrêt, potentiellement, à faire un bilan professionnel ou le parcours tremplin. Enfin voilà, et puis, on lance la PPR pour pouvoir mettre en œuvre finalement le plan d'action sur des stages d'immersion, sur de la formation. Et là, au moins, on ne perd pas de temps. Et c'est justement, au final, la PPR, elle est même opportun aussi sur les petites collectivités. Forcément, j'accompagne aussi les collectivités sur la PPR, même les petites collectivités. En effet, là, de dire juste, il y a possibilité d'aller faire un stage d'immersion dans une autre collectivité, c'est aussi offrir l'opportunité à l'agent de se découvrir avec de nouvelles compétences, puisque de toute façon, il y a quand même un changement de métier en plus de. Donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à offrir. Après, pour moi, l'intérêt de ce dispositif-là, comme nous, on l'a vu et comme on a accueilli les agents, c'est d'essayer d'éviter qu'on soit, si on reprend la courbe présentée par Julie tout à l'heure, c'est qu'on essaie d'anticiper le plus possible les agents et qu'on n'arrive pas à une inaptitude. On a dans notre groupe, on avait une éducatrice de jeunes enfants qui était en conflit avec son employeur. Elle ne peut pas revenir dans son environnement professionnel. Une JE, il n'y a qu'une seule structure dans sa collectivité, c'est une crèche. Comment on fait? Comment on peut l'aider? Comment on peut
voilà, comment on peut l'aider, l'accompagner pour qu'elle puisse rebondir et qu'elle puisse potentiellement refaire son métier ailleurs. Mais on ne va peut-être pas aller jusqu'à l'inaptitude. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, il y a encore d'autres questions, mais il est 14h15 et on veut respecter nos engagements qu'on a pris auprès de vous tous de dire que ça durait 3 quarts d'heure. Donc, on va s'en arrêter là. Les questions qui n'ont pas été répondues, on va les regarder et on vous y répondra avec le lien du webinaire qui vous sera envoyé prochainement. Vous y aurez aussi le support de présentation qui a été diffusé. Et puis, je réponds quand même à une toute petite question flash sur qu'est-ce qu'on entend par arrêt long. Est-ce plus de 21 jours? Alors, on va entendre par convention, nous, plus de 90 jours, en fait. C'est là où on a le risque de passer à mi-traitement pour un agent qui sera en maladie ordinaire. Donc, on considère, voilà, arrêt long, plus de 90 jours, tout en entendant bien que c'est tout à fait discutable sur cette définition. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Laure-Hélène, merci Julie. Et puis merci Kili, que vous ne voyez pas, mais qui a géré toutes les questions que vous pouviez avoir au long de ce webinaire. Merci et au revoir à tous. Et merci, à bientôt pour notre prochain. Bonne journée, au revoir.